Le 1er mai 1933, sur la place Rouge à Moscou, s'est déroulée une scène qui a changé l'histoire de la construction blindée japonaise pour de longues années. Parmi la foule de diplomates et d'attachés militaires se tenait le lieutenant-colonel japonais Koga, qui, à un certain moment, sentit son cœur remonter dans sa gorge. Sur la place pavée, juste sous ses yeux, un char soviétique fila à une vitesse incroyable, telle qu'il n'en avait jamais vu auparavant. La machine se déplaçait si vite que Koga eut à peine le temps de distinguer sa silhouette avant qu'elle ne disparaisse au coin de la rue. L'officier japonais, ignorant la manifestation ouvrière qui commençait, s'enfuit littéralement des tribunes et courut directement à l'ambassade pour envoyer une dépêche chiffrée urgente à Tokyo. Dans son rapport, apparut un avertissement alarmant concernant un nouveau char soviétique super rapide qui pouvait changer complètement l'équilibre des forces en Extrême-Orient. À Tokyo, la nouvelle provoqua une véritable panique dans les rangs des planificateurs militaires. L'Empire japonais était justement en train d'étendre son influence en Mandchourie et la perspective d'un affrontement avec la nouvelle arme blindée soviétique était inacceptable. Dès juillet de la même année, le groupe Mitsubishi reçut une commande urgente pour développer un char rapide qui devait atteindre une vitesse dépassant 40 km/h. Les ingénieurs japonais se trouvèrent face à un défi de taille, car ils devaient créer une machine capable d'égaler l'arme soviétique, tout en respectant un budget limité et les capacités de production de l'industrie japonaise. Après 11 mois de travail intensif, Mitsubishi présenta le premier prototype. La machine atteignit lors des essais une vitesse de 43 km/h, ce qui semblait être un succès. Cependant, la joie des constructeurs s'éteignit rapidement lorsque le prototype monta sur la balance. Le char pesait 7,5 tonnes, c'est-à-dire qu'il était une demi-tonne plus lourd que ce qui était prévu dans le cahier des charges. Les militaires exigèrent catégoriquement une réduction de la masse, car chaque kilogramme supplémentaire signifiait de moins bonnes performances et une consommation de carburant plus élevée. Une lutte désespérée pour chaque gramme commença. Les ingénieurs se mirent à alléger la machine par des méthodes qui, à l'avenir, allaient s'avérer catastrophiques pour les équipages. La solution la plus évidente fut l'amincissement du blindage. Les plaques de blindage avant, qui avaient initialement une épaisseur de 15 mm, furent impitoyablement réduites à seulement 12 mm. C'était une épaisseur dépassant à peine celle d'une poêle à frire typique. Les constructeurs japonais savaient pertinemment qu'un tel blindage ne protégerait pas l'équipage contre des tirs sérieux. Mais l'ordre était clair. Le char doit être plus léger et plus rapide. Après cette cure d'amaigrissement drastique, la masse tomba à 6,5 tonnes et la vitesse augmenta jusqu'à 45 km/h. Les militaires étaient au satisfait des paramètres, mais personne ne pensait à ce que cette décision signifierait pour les hommes assis à l'intérieur. En février 1935, l'unique exemplaire du nouveau char participa à de grandes manœuvres dans la région de la frontière mandchouro-mongole. Avec lui roulaient 10 chars de type 89 ainsi que 3 tankettes de type 94. Les gardes frontières mongols, observant ces manœuvres de loin, décidèrent apparemment de faire semblant de ne rien voir. Après la fin des exercices, le char fut officiellement accepté pour le service sous la désignation 2595, ce qui correspondait à l'année 2595 dans le système japonais de comptage des années depuis l'ascension mythique sur le trône du premier empereur Jimmu. Cependant, les soldats commencèrent rapidement à appeler cette machine simplement Hago, ce qui signifiait troisième type. Le char reçut une conception de châssis tout à fait originale.
appelée suspension Hara, du nom du major Harata qui l'avait conçue. Fait intéressant, les machines destinées au service dans la Mandchourie glaciale recevaient une version renforcée de cette suspension avec de petites roues supplémentaires au milieu de chaque bogie. Pour la propulsion, on choisit un moteur diesel, 2 temps, à 6 cylindres en ligne, avec refroidissement par air, d'une capacité de 14 litres et 3 dixièmes. Ce moteur, à 3800 tours par minute, développait 120 chevaux-vapeur de puissance. Le moteur fut placé sur le flanc droit, d'où un long arbre de transmission s'étendait jusqu'à la boîte de vitesse située à l'avant. Ici commençait le véritable amusement avec la construction. Bien que le moteur fût assis du côté droit, la boîte de vitesse se trouvait au centre, à gauche du conducteur qui était assis près du flanc droit. La connexion était réalisée à l'aide d'un assemblage complexe d'arbres, qui ressemblait à une sorte d'improvisation désespérée. Sur le flanc gauche, à côté de la boîte de vitesse, était assis le tireur mécanicien, qui non seulement servait la mitrailleuse, mais devait aussi entretenir le moteur. Le conducteur, quant à lui, n'était que conducteur, sans aucune obligation mécanique, ce qui était une solution assez atypique. La mitrailleuse avec laquelle tirait le mécanicien était une version pour char de la mitrailleuse type 11, développée lors de la 11e année du règne de l'empereur Taisho par le général Kirijiro Nambu. Cette mitrailleuse avait un système d'alimentation en munitions absolument unique, on pourrait dire fou. Elle n'utilisait ni bande ni chargeur, mais se chargeait avec 6 clips de fusil provenant de la carabine Arisaka. On insérait ces clips dans une trémie spéciale, placée sur le côté gauche de la chambre de culasse. Le canon, dépassant à l'extérieur, était protégé par un cache métallique qui devait prévenir les dommages, bien qu'en pratique, il gênait souvent plus qu'il n'aidait. Outre la mitrailleuse dans la coque, le char Hago possédait encore une mitrailleuse dans la tourelle, mais elle n'était pas couplée au canon principal de 37 mm. Au lieu de cela, on la plaça à un angle de 135 degrés par rapport à l'axe du canon. De plus, le canon lui-même n'avait pas d'axe fixe, car on pouvait le bouger horizontalement dans une plage de 10 degrés sans faire tourner la tourelle. Aucun mécanisme n'était utilisé à cette fin. Le tireur devait déplacer le canon à gauche, à droite, en haut et en bas par la pure force musculaire, en s'appuyant sur une épaulière. On peut imaginer à quoi ressemblait la visée en roulant sur un terrain accidenté. Lorsque le char sautait sur les bosses et que le tireur essayait désespérément de garder le canon pointé sur la cible. Le canon utilisé dans le Hago était une version de tourelle du canon anti-char d'infanterie de 37 mm. Lors de la conversion en version pour char, on dut raccourcir le canon de 46 et 1 dixième à 37 et 6 dixièmes de calibre. L'obus, pesant 680 grammes, sortait d'un tel canon à une vitesse de 575 mètres par seconde. Cette énergie cinétique suffisait pour percer un blindage de 35 mm à une distance de 300 mètres, ce qui semblait plutôt bien sur le papier. Tout cela, mis ensemble, constituait un char qui devait être la réponse japonaise aux machines blindées rapides soviétiques. Personne ne se rendait cependant compte, alors que venait de naître l'une des constructions blindées les plus ratées de l'histoire. Le blindage de 12 mm allait bientôt montrer sa vraie valeur au combat, et les tankistes japonais allaient apprendre à leurs dépens ce que signifie se battre dans une boîte de conserve qui protège moins bien qu'une simple tôle d'acier de poêle. Août 1937 apporta aux tankistes japonais sur Hago un véritable enfer près de Shanghai. L'armée chinoise avait préparé la défense de la ville avec une détermination inattendue, et dans la composition de ses forces blindées se trouvaient 3 bataillons de chars. Le premier bataillon disposait de 29 tankettes britanniques,
Vickers Carden Lloyd avec une seule mitrailleuse et un blindage frontal de 9 mm, ainsi que de 3 chars de Seaton Vickers. Le 2e bataillon possédait 17 chars, Vickers Mark, sur la base desquels furent créés le 7TP polonais et le T-26 soviétique, plus 17 autres tankettes et 4 tankettes françaises, Renault SB. Le 3e bataillon avait en stock 15 chars allemands, Panzerkampfwagen U, 20 tankettes italiennes, Carro Veloce, 33, 18 automitrailleuses à roues et 12 véhicules avec canons. Les commandants japonais s'attendaient à un passage facile à travers les positions chinoises. Les Heigo devaient simplement rouler à travers les lignes de défense comme un rouleau d'acier, brisant la résistance avant que le soldat chinois n'ait le temps de réagir. Le premier jour de la bataille, tout se passa comme prévu pendant les 2 premières heures. La colonne de Hago s'élança vers l'avant, et l'infanterie chinoise commença à se replier. Soudain, d'une rue latérale, surgirent 4 Vickersmark britanniques du 2e bataillon. Bien qu'ils n'eussent qu'un blindage frontal de 13 mm, leurs mitrailleuses commencèrent à arroser méthodiquement les machines japonaises. Les tankistes japonais découvrirent avec horreur que les balles ricochaient sur leur propre blindage avec un fracas assourdissant et que de petits morceaux de métal commençaient à se détacher de la face interne. L'un des conducteurs japonais, le soldat Tanaka, âgé de 20 ans, ressentit soudain une vive douleur à la joue. Il toucha son visage et vit du sang sur sa main. Un petit fragment de métal écaillé de la face interne du blindage, après un impact de balle de fusil, lui avait coupé la peau comme un rasoir. Au même moment, le tireur dans son char, le caporal Yoshida, cria de douleur. Un éclat de balle en plomb, qui avait pénétré par la fente d'observation, l'avait frappé à l'épaule. Yoshida essayait de continuer à viser avec le canon de 37 mm, mais le sang inondait ses yeux et la douleur était insupportable. Tanaka, paniqué, mit les gaz et le Hago fila vers l'avant, s'éloignant des Vickers qui le mitraillaient. Derrière lui, 2 autres chars japonais brûlaient, touchés par l'artillerie de campagne chinoise. Le véritable cauchemar commença cependant lorsque les Hago entrèrent dans un quartier où l'infanterie chinoise avait préparé une embuscade. Des fenêtres des immeubles, de derrière les barricades, des toits, de chaque endroit possible éclata soudain le feu de centaines de fusils. Les balles de fusil frappaient les chars japonais comme une grêle métallique, créant un vacarme infernal incessant. À l'intérieur des machines, c'était comme dans une cloche que l'on frappe avec 100 marteaux simultanément. Les tankistes japonais se couvrirent la tête avec les mains, essayant de supporter tant bien que mal ce bruit assourdissant. Mais le bruit était le moindre des problèmes. De la face interne du blindage de 12 mm commencèrent à s'écailler des morceaux de métal de plus en plus gros, volant à travers l'intérieur du char comme des éclats de grenades. Le commandant de l'un des Hago, le lieutenant Yamamoto, observait par le périscope comment ces hommes tombaient blessés, l'un après l'autre, par leur propre blindage. Le mécanicien perdit un œil après avoir été touché par un éclat de métal. Le conducteur avait le visage déchiré. Yamamoto lui-même fut touché à la cuisse et sentit le sang chaud couler le long de sa jambe. Par la fente d'observation non protégée, des fragments de balles de fusil et des éclaboussures de plomb volèrent à l'intérieur. L'un des soldats commença à crier qu'il ne voyait plus, car du plomb lui était entré dans l'œil. Yamamoto donna l'ordre de se replier, mais à ce moment-là, le moteur du Hago toussa et s'éteignit. Un projectile chinois avait touché un élément important du système de refroidissement. L'équipage dut quitter le char et s'enfuir à pied sous la grêle de balles. Sur les 20 Hago qui avaient commencé cette attaque, seuls 11 revinrent aux lignes de départ. Les 9 autres brûlaient dans les rues de Shanghai, ou avaient été abandonnés par les équipages,
qui préféraient s'enfuir à pied plutôt que de continuer à rester assis dans des cercueils d'acier. Pire encore, les Chinois ne perdirent dans cet affrontement que 2 Vickers et une tanquette. Les commandants japonais étaient sous le choc. Leurs chars rapides modernes, qui devaient assurer la supériorité sur le champ de bataille, s'étaient révélés être des pièges mortels pour leurs propres équipages. Le blindage de 12 mm, qui devait protéger les hommes à l'intérieur, se transformait sous le feu des fusils en une source d'éclats blessant ses propres soldats. La nuit suivant la bataille, les officiers japonais interrogèrent les tankistes blessés, essayant de comprendre ce qui s'était mal passé. Chacun d'eux racontait la même histoire effrayante. Le blindage ne résistait même pas à un tir de fusil intense. De la face interne tombaient des morceaux de métal. Par les fentes d'observation entraient des fragments de balles et des éclaboussures de plomb. Le bruit était si assourdissant que certains soldats perdirent l'ouïe. L'un des tankistes pleurait en racontant avoir vu son ami recevoir un éclat de son propre blindage directement dans le cou et se vider de son sang au fond du char en quelques minutes. Le commandement japonais se trouva face à un grave dilemme. Ils avaient des centaines de Hago prêts à être envoyés au front, mais il était désormais clair qu'y envoyer des hommes signifiait une mort quasi certaine. On commença des travaux fiévreux pour améliorer les machines. Quelqu'un eut l'idée de coller une couche d'amiante sur la face interne du blindage. Elle devait attraper les éclats de métal qui se détachaient pendant les tirs. L'idée semblait raisonnable. On commença donc rapidement le montage de revêtements en amiante dans les nouveaux exemplaires de Hago. Personne ne pensait alors que l'amiante est mortellement dangereux pour la santé et que les tankistes japonais qui survivraient à la guerre mourraient des années plus tard d'un cancer des poumons. Une autre amélioration fut la protection des fentes d'observation par des blocs de verre spéciaux. Ils devaient empêcher les fragments de balles et les éclaboussures de plomb de pénétrer à l'intérieur du char. En pratique, ces blocs de verre se brisaient souvent après le premier impact un peu fort, et leurs éclats blessaient les tankistes tout aussi efficacement que les éclaboussures de plomb. Malgré cela, les ingénieurs japonais considérèrent cela comme un succès et commencèrent à monter massivement des blocs de verre dans les Hago. La bataille de Nankin en décembre de la même année apporta une nouvelle déception. Le 3e bataillon blindé chinois, avec des Panzers allemands et des tankettes italiennes, tentait de défendre les faubourgs de la ville. Les Hago s'élancèrent à l'attaque, soutenus par des chars plus lourds, de type 89. Pendant les premières heures de combat, tout allait bien. Les tankettes chinoises ne constituaient pas une menace sérieuse, et leur blindage de 9 mm craquait comme une coquille après un tir des canons de 37 mm japonais. Cependant, lorsque les Hago tombèrent sur les panzers allemands, la situation échappa de nouveau à tout contrôle. Les chars allemands avaient un blindage frontal de 13 mm, seulement 1 mm plus épais que les Heigo, mais leurs équipages étaient bien mieux entraînés. Les instructeurs allemands, qui avaient entraîné les tankistes chinois, leur avaient appris une règle fondamentale. Tire le premier et tire avec précision. Les Chinois dans les panzers ouvrirent le feu à une distance de 600 mètres, avant que les Hago n'aient eu le temps de s'approcher à la portée efficace de leurs canons. Les 3 premiers chars japonais prirent feu en l'espace d'1 minute. Les tankistes japonais, paniqués, commencèrent à tirer de manière chaotique, mais leurs obus n'avaient pas assez d'énergie pour percer le blindage à une telle distance. Le capitaine Suzuki, commandant la compagnie de Hago, hurla par radio l'ordre de repli. Son propre char venait de recevoir un coup qui avait endommagé la chenille. La machine s'immobilisa, tournant en rond. Suzuki essaya de s'extraire par l'écoutille, mais à ce moment, un autre obus chinois frappa la tourelle. Suzuki sentit quelque chose de chaud et d'humide couler dans son dos. Il tourna la tête
et vit que son tireur n'avait plus la moitié du visage. Le capitaine réussit finalement à sortir et commença à courir vers les lignes japonaises, laissant derrière lui le Hago en flammes. Après la chute de Nankin, le commandement japonais décida de tirer les leçons. Les Hago n'étaient pas adaptés au combat contre les chars ennemis. Leur blindage était trop fin, le canon trop faible, et les équipages mouraient à un rythme effrayant. La décision fut prise que les Hago seraient utilisés principalement pour le soutien de l'infanterie contre un adversaire non armé. Pour les combats contre les chars, des machines plus lourdes devaient être utilisées. Des centaines de Hago furent retirés de Chine et transportés en Mandchourie, où ils attendaient un véritable défi qui allait arriver très bientôt. Juillet 1938 apporta aux tankistes japonais une autre expérience amère près du lac Khasan, à la frontière mandchouro-soviétique. Le commandement japonais estima que c'était le moment idéal pour tester les Hago contre un véritable adversaire soviétique. Une compagnie composée de 15 Hago ainsi que d'un soutien d'infanterie reçut l'ordre de prendre la colline Zaoziornaya, que les Russes appelaient Bezimianaya. Les officiers japonais assurèrent leurs hommes que le T-26 soviétique, qu'ils avaient de vue à la parade à Moscou 5 ans plus tôt, n'était pas aussi terrible que le prétendaient les rapports des renseignements. L'attaque commença à l'aube. Les Hago s'élancèrent vers le haut, menant les fantassins derrière eux. Ils passèrent les 200 premiers mètres sans problème. Soudain, des broussailles forestières au sommet de la colline, le feu jaillit. Mais ce n'étaient pas des mitrailleuses, ni des canons antichars légers. C'étaient des canons antichars soviétiques de 45 mm, dont les planificateurs japonais n'avaient même pas pris l'existence en compte. Le premier Hago explosa si violemment que sa tourelle vola à 20 mètres sur le côté. Le deuxième prit feu après avoir été touché au moteur. Le troisième essaya de faire demi-tour, mais la chenille glissa des roues de route et la machine se retrouva sans défense sous les tirs. Le sergent Kobayashi, commandant l'un des Hago, criait à son conducteur de rouler en zigzag. Mais sur la pente raide de la colline, une telle manœuvre était pratiquement impossible. Soudain, tout le char trembla sous un coup puissant. Un obus soviétique de 45 mm perça le blindage avant comme un couteau dans du beurre et ressortit par la paroi arrière, tuant au passage le mécanicien. Kobayashi, assourdi et blessé par des éclats, réussit à s'extraire par l'écoutille supérieure et commença à dévaler la pente. Derrière lui, les autres Hago devenaient l'un après l'autre des épaves en flammes. Sur les 15 chars qui avaient commencé l'attaque, pas un seul n'atteignit le sommet de la colline. Tous furent détruits en l'espace de 20 minutes. L'infanterie japonaise, sans soutien blindé, fut massacrée par le feu des mitrailleuses soviétiques. Le commandement japonais annonça que c'était une erreur des planificateurs, qui n'avaient pas pris en compte le terrain difficile et n'avaient pas repéré les positions d'artillerie soviétiques. Personne ne voulait admettre à voix haute la vérité évidente. Les Hago étaient simplement désespérants face à de véritables canons antichars. Après cette catastrophe, les ingénieurs japonais retournèrent à leurs planches à dessin. Ils décidèrent d'allonger le canon de 37 mm pour augmenter la vitesse initiale de l'obus. Après modification, l'obus sortait à une vitesse de 675 mètres par seconde, au lieu des 575 précédents. Sur le papier, cela semblait impressionnant. En pratique, cela signifiait que le Hago pouvait maintenant percer un blindage de 35 mm, à une distance de 400 mètres au lieu de 300. Le T-34 soviétique avait 45 mm de blindage frontal. Donc, cette modification ne changeait pas grand-chose. Parallèlement,
l'armée japonaise passait à une nouvelle cartouche plus puissante de calibre 7,7 mm avec une longueur de douille de 58 mm. La balle, d'une masse de 11,3 grammes, sortait du canon de 650 mm à une vitesse de 740 et 1 mètre par seconde. Pour cette cartouche, on développa une nouvelle mitrailleuse, que les Japonais copièrent simplement sur des trophées chinois. C'était la Zabo 20 Seacheck, produite en Grande-Bretagne sous le nom de Bren. Les Japonais ne s'embarrassèrent pas d'une licence et firent simplement une copie à l'identique. Les nouvelles mitrailleuses commencèrent à arriver dans les Hago, remplaçant l'ancien type 11 avec son système absurde d'alimentation par clip. Toutes ces modifications devaient préparer le Hago au véritable test, qui devait arriver en mai 1939 sur la rivière Khalkhin-Gol en Mongolie. Le commandement japonais prévoyait une grande offensive qui devait régler une fois pour toutes la question des frontières entre la Mandchourie et la Mongolie. Des centaines de Hago se tenaient dans les bases, préparés pour la bataille. Leurs équipages suivaient un entraînement intensif. Tout le monde savait que quelque chose de grand arrivait. Personne ne s'attendait cependant à quel grand massacre cela allait aboutir. Mai 1939, sur la rivière Khalkhin-Gol, devint pour les tankistes japonais le jour le plus noir de l'histoire. Le commandement japonais avait rassemblé 87 Hago ainsi que 35 chars plus lourds de type 89 pour la grande offensive contre les forces soviéto-mongoles. Le plan prévoyait une percée rapide à travers la steppe mongole et l'écrasement de l'ennemi avant que celui-ci n'ait le temps d'amener des renforts. Les généraux japonais étaient convaincus que leur supériorité numérique et l'effet de surprise leur assureraient la victoire. Le 28 mai à 4 heures du matin, la colonne blindée japonaise s'élança à l'attaque. Les Hago roulaient en tête, ayant pour mission d'atteindre rapidement les passages sur la rivière. Pendant la première demi-heure, tout se passa comme prévu. La cavalerie mongole se repliait devant les chars qui avançaient. Soudain, des collines sur le côté gauche de la colonne japonaise émergèrent d'étranges machines, telles que les tankistes japonais n'en avaient jamais vues. C'étaient des T-7 soviétiques, des chars rapides de conception Christie, qui pouvaient atteindre une vitesse de 60 km à l'heure. Derrière eux arrivaient des T-28 plus lourds, avec des canons de 45 mm. L'attaque soviétique de flanc surprit totalement les Japonais. Les BT-7 filèrent à une vitesse incroyable droit sur le flanc de la colonne japonaise, mitraillant les H-Hago avec leurs canons de 45 mm. Les chars japonais essayaient de faire demi-tour pour faire face à la menace, mais leur mécanisme manuel lent de rotation des tourelles ne suivait pas la rapidité de l'assaut soviétique. Le premier Hago fut touché sur le flanc, où le blindage n'avait que 10 mm d'épaisseur. Le char explosa immédiatement, tuant tout l'équipage. 3 autres Hago prirent feu dans les 2 minutes suivantes. Le lieutenant Nakamura, commandant un peloton de 5 Hago, essaya d'organiser la défense. Il cria par radio l'ordre de former une ligne de chars face à l'ennemi. Mais avant que ces hommes n'aient le temps d'exécuter la manœuvre, un T-28 soviétique s'arrêta sur une butte à 800 mètres d'eux et, calmement, méthodiquement, commença à détruire les machines japonaises l'une après l'autre. Nakamura vit par le périscope un obus traverser les airs et frapper le Hago de son adjoint. La tourelle se détacha du châssis et vola en l'air comme un jouet. Nakamura hurla au conducteur de rouler en avant à toute vitesse. Peut-être que s'il s'approchait à 300 mètres, il pourrait se faire quelque chose. Le Hago de Nakamura fila vers l'avant, sautant sur les inégalités de la steppe.
Le tireur essayait de viser avec le canon de 37 mm, mais avec une telle conduite, c'était impossible. Soudain, un autre obus soviétique frappa le flanc droit du char. Nakamura ressentit une terrible douleur dans la jambe et vit que le mécanicien gisait sans mouvement avec un grand trou dans la poitrine. Le moteur commença à fumer. Le conducteur criait qu'il perdait le contrôle. Nakamura donna l'ordre de quitter le char. Les 3 membres d'équipage survivants sautèrent à l'extérieur et commencèrent à s'enfuir à pied, tandis qu'autour d'eux explosaient les obus soviétiques. À midi, sur les 87 Hago qui avaient commencé la bataille, il n'en restait que 23 sur le champ de bataille. Le reste brûlait ou gisait déchiqueté en morceaux. La contre-attaque soviétique fut si rapide et massive que le commandement japonais perdit complètement le contrôle de la situation. Les chars de type 89 essayaient de sauver ce qui pouvait l'être, mais ils subissaient également de lourdes pertes. Les B-T-7 soviétiques roulaient autour des formations japonaises, comme des loups autour d'un troupeau de moutons, choisissant leur cible suivante et les détruisant à distance de sécurité. Le 3 juillet, après plus d'1 mois de combats continus, le commandement japonais admit sa défaite et retira les forces restantes. Sur plus de 100 chars qui prirent part à la campagne, sur le Khalkhin Gol, à peine 18 revinrent aux bases en Mandchourie. La plupart des Hago furent détruits ou abandonnés dans la steppe. Les généraux japonais écrivirent des rapports détaillés dans lesquels ils blâmaient tout pour la défaite. Le mauvais terrain, la supériorité numérique de l'ennemi, l'effet de surprise. Il n'y a qu'une chose qu'ils ne voulaient pas écrire, que les Hago étaient des pièges mortellement dangereux qui envoyaient leurs équipages à une mort certaine contre n'importe quel adversaire sérieux. Après cette catastrophe, la plupart des Hago survivants furent retirés de la première ligne et transférés aux unités de garnison en Mandchourie et sur les îles du Pacifique. Là, ils devaient attendre tranquillement jusqu'à la fin de la guerre, utilisés principalement pour patrouiller et intimider la population locale. Plus personne ne prévoyait de les utiliser contre de véritables chars. Le blindage de 12 mm, qui devait être suffisant pour des raids rapides, s'avéra être une illusion de sécurité mortelle. L'année 1943 trouva des centaines de Hago éparpillés dans de petites garnisons sur les îles du Pacifique. Le commandement japonais estima que ces chars pouvaient encore servir à la défense de positions fortifiées contre les débarquements américains. Sur l'île de Tarawa stationnaient 14 Hago, enterrés jusqu'aux tourelles dans le sol, devant jouer le rôle de bunkers de tir immobiles. Les ingénieurs japonais considéraient cela comme une idée géniale, car un char enterré présentait une cible plus petite, et son canon pouvait toujours tirer. Le 21 novembre, le débarquement américain frappa Tarawa. Les premières vagues de l'infanterie de marine tombèrent sur le feu des Hago enterrés. Mais les Américains se rendirent rapidement compte qu'ils avaient affaire à des cibles immobiles. Ils appelèrent en soutien des chars Sherman qui rampèrent jusqu'à une distance de 300 mètres et commencèrent à détruire calmement les positions japonaises l'une après l'autre. Les obus de 75 mm des Sherman perçaient le blindage de 12 mm des Hago comme du papier. En l'espace de 4 heures, les 14 chars enterrés se transformèrent en tombes fumantes pour leurs équipages. Sur ces pannes, l'équipage japonais d'un Hago décida de mener une contre-offensive nocturne désespérée contre les positions américaines. Le caporal Sato conduisait son char à travers la jungle, espérant surprendre l'ennemi. Soudain, dans l'obscurité, apparut un Sherman américain. Sato n'avait aucune chance de fuite. Il tira avec son canon de 37 mm, mais l'obus ricocha sur l'épais blindage du Sherman sans causer aucun dommage.
La réponse vint immédiatement. Le Sherman tira une fois et le Hago explosa. Sato réussit à s'extirper de l'épave en flammes avec de graves brûlures. Il fut le seul survivant de son équipage de 4 personnes. Jusqu'à la fin de l'année 1944, pratiquement tous les Hago stationnés sur les îles du Pacifique furent détruits par les Américains. Ceux qui restèrent en Mandchourie vécurent jusqu'en août 1945, lorsque l'Union soviétique déclara la guerre au Japon. L'attaque blindée soviétique fut si rapide et massive que les unités japonaises n'eurent pas le temps d'organiser une défense. Une compagnie de Hago, stationnée près de Mukden, essaya d'arrêter les T-34 soviétiques qui approchaient, mais elle fut littéralement écrasée en une demi-heure. Les tankistes soviétiques ne s'arrêtaient même pas. Ils roulaient simplement sur les positions japonaises, écrasant les Hago sous leurs chenilles. Après la capitulation du Japon, les exemplaires restants de Hago furent confisqués par les Alliés ou démontés pour la ferraille. Certains tombèrent entre les mains des communistes chinois qui essayèrent de les utiliser pendant la guerre civile. Mais ils se rendirent rapidement compte que ces machines ne valaient rien. Les derniers Hago cessèrent de rouler quelque part à la fin des années 40, finissant leur pitoyable carrière comme poubelles sur des bases militaires chinoises provinciales. Le char, qui devait être la réponse japonaise aux machines blindées rapides soviétiques, s'avéra être l'une des constructions blindées les plus ratées de la Seconde Guerre mondiale. Son blindage de 12 mm, plus fin qu'une poêle à frire, envoya à la mort des milliers de tankistes japonais qui durent se battre dans des machines les protégeant moins bien qu'une simple caisse en acier. Si tu aimes cette histoire sur l'absurdité blindée japonaise, laisse un like sous ce contenu. Écris en commentaire ce que tu penses du Hago et abonne-toi absolument à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits fascinants sur la technique militaire la plus étrange. À la prochaine fois.